Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour. Bonjour. Alors, Joran, C'est Arnaud, ça. c'est ça. Vous allez donc vous présenter vous-même d'une certaine manière. Quelles ont été vos motivations à devenir designer et architecte d'intérieur ? Bonjour, Joran Briand, donc designer architecte d'intérieur. Ce qui m'a intéressé quand j'étais plus jeune pour devenir un designer, c'était surtout, je pense, un non-choix de suivre un peu une discipline un peu généraliste et de pouvoir toucher un petit peu à tout. Voilà. Arnaud ? Moi, c'est un peu la réponse classique dans ces métiers, c'est que je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais au collège et au lycée, et je savais pas trop quoi faire de cette expression-là. Et arrivé en école d'art, je me suis rendu compte que le dessin, j'avais besoin de l'orienter pour un but, pour un usage, sans que ce soit pompeux, mais juste, j'arrivais pas à dessiner pour le plaisir, juste, et je me voyais pas artiste. Et c'est le moment où je me suis orienté vers le design, en fait. Quelle école ? J'étais d'abord aux Arts Déco à Strasbourg, et puis après j'étais à l'ECAL en Suisse. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis conforté dans ce choix de la discipline du design, parce que plus je montais en études et plus j'ai fini vraiment l'école en Suisse, qui est une école assez technique, qui est une école qui on est sur du design suisse, donc allemand, donc assez rigoureux. Et plus j'avance en études et plus je me sentais bien dans cette discipline-là. Quelle école, Joran ? Et donc moi, j'ai fait un parcours un peu plus technique au début, un BTS à Olivier de Serres, en design industriel, où j'ai eu un bagage assez technique. Enfin, ça m'a apporté un bagage technique. Et puis après, j'ai suivi avec les Arts Décoratifs de Paris, où ça m'a apporté un bagage beaucoup plus créatif. Donc c'était assez complémentaire. Et puis suite à ça, je suis parti travailler à New York, où là, j'ai travaillé dans l'architecture intérieure. Et après, je suis revenu, après un an d'expérience new-yorkaise, je suis revenu sur Paris, où j'ai travaillé dans un studio d'architecture intérieure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu une formation de designer objet, mais par mes expériences professionnelles, j'ai apporté une corde à mon arc et j'ai développé un peu plus la partie espace et archidinte, quoi. Et donc, vos premières armes, Arnaud ? Moi, c'est vrai que j'ai pas parlé de mes stages. J'ai fait, en fait, entre les arts décoratifs et l'école à Lausanne, j'ai eu besoin de faire une pause justement parce que je savais pas très bien quel serait mon métier. Et je me suis arrêté pendant un an. J'ai fait un stage, dont un stage de 6 mois à la Galerie Créo à Paris, comme assistant régisseur. Et là, ça m'a appris beaucoup sur le montage des pièces, parce qu'en fait, j'allais visiter toutes les pièces chez les artisans, je faisais le suivi de production. C'est un studio très jeune encore, mais vous avez des projets, et des projets qui comptent. Quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez les décrire ? Alors, je ne sais pas si vous avez une chronologie, vous voulez l'aborder en chronologie ou par thème ou... Alors, on va parler tous les deux, mais il y a un projet qui me tient à cœur en ce moment, mais qui est un projet plutôt d'objet qu'on fait avec la région Bretagne, où on dessine un sac pour une marque un peu emblématique bretonne qui s'appelle Guicoten. Donc moi, je suis breton, donc ça m'a fait. J'étais très heureux de pouvoir collaborer avec cette belle maison. Donc ce sera un sac pour ce qu'on dit nomad worker, pour partir 3 jours, 3 nuits.
Et du coup, on a pu travailler avec le savoir-faire Guicoten, qui font tout savoir-faire sur l'étanchéité, parce qu'en fait, ce sont eux qui font tout ce qui est abri pour les grands marins. Et donc, de pouvoir travailler avec eux et développer ce design de nouveaux sacs, c'était génial pour nous. Donc il y a ce sujet-là pour parler objet. Donc en gros, là, tu as fait une chronologie inversée, parce qu'en fait, c'est des projets qui sont même pas encore sortis. Voilà. On parle des projets qui doivent sortir ou qui ne sont pas encore sortis? Ah, mais comme vous voulez. D'accord. C'est vous qui définissez la règle. Mais alors, j'ai quand même une question sur ce projet en cours. Pourquoi 3 jours? Parce que c'est vous qui avez défini ça? Ouais, c'est nous qui l'avons défini. C'est par rapport au volume du C'est par contenu. rapport au volume du sac, mais surtout par rapport à la logique de se dire on aime bien quand on a des réunions de chantier ou des projets qui sont hors Paris, se dire on en profite pour faire les réunions le vendredi et prendre le week-end le samedi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça avec les nouvelles méthodes de travail. Et du coup, c'était logique pour nous d'avoir cette volonté de proposer un sac justement un peu fonctionnel, mais qui rentre dans ce cadre où nous, on pourrait être les premiers utilisateurs en fait. Et alors, du coup, on pourra mettre sa gourde, ses chaussures, sa brosse à dents. C'est ça, la volumétrie est pensée pour pouvoir faire passer 3 nuits, 3 jours n'importe où. Et le petit laptop aussi. Et pouvoir travailler. Ça reste travail détente. Bon. C'est le but. Alors là, on est dans l'accessoire presque de mode, qui est peut-être plus en rapport en vêtements, même si finalement c'est un petit placard qu'on emporte avec soi. Mais vous intervenez surtout dans l'espace. Oui, effectivement. On a livré en 2018 deux gros projets d'archi d'intérieur. Donc le premier, c'est la plus grosse librairie indépendante de Paris qui s'appelle Ici Grand Boulevard, qui est située au 25 boulevard Poissonnière, qui est un beau projet qui nous a occupés pendant 8 mois, à partir de janvier 2018 pour la livraison en octobre. Et donc c'est une librairie qui fait 500 mètres carrés, que j'invite tout le monde à y aller pour déjà parce que éthiquement c'était hyper intéressant de bosser sur une librairie indépendante. Donc c'est important aussi d'engager les gens à aller à faire ce pas-là. Et puis donc c'est un travail qu'on a eu assez global, ce qu'on expliquait, dans le sens où là on avait vraiment à la fois l'archi d'intérieur, le mobilier et la signalétique et la charte graphique à créer, à définir. Et c'est ce qu'on a fait. Alors c'est vrai que c'est toujours ça fait bizarre de pas la radio, parce qu'on peut pas s'appuyer sur le visuel. Et quand on parle d'architecture d'intérieur ou d'autres disciplines artistiques, c'est toujours un peu compliqué. Mais donc la librairie, si on devait la décrire, elle correspond à ce que les deux fondatrices, Anne-Laure Vial et Delphine Bouettard, souhaitaient. Donc c'était d'avoir une librairie qui soit un petit peu à l'opposé des grands magasins qu'on va pas citer parce qu'on les a tous en tête, mais c'est d'avoir une librairie qui a un aspect domestique, qui était une volonté aussi de leur part d'avoir une librairie qui soit un peu un tiers-lieu, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement un endroit où on vend des livres, mais aussi qu'il y ait une activité autre. C'est pour cette raison qu'il y a un café à l'intérieur, donc Café Coutume, qui fait des excellents cafés, et le fait de rentrer dans la librairie et d'avoir des exhalaisons de café, ça c'est assez chouette. Et puis il y a également la volonté de faire de l'événementiel et d'amener de la vie et des gens qui font des conférences ou des gens qui présentent leurs bouquins. Nous, on a dû composer avec ces différentes contraintes, mais qui du coup étaient hyper intéressantes pour nous, parce que avoir l'opportunité de faire un café dans une librairie, avoir l'opportunité d'avoir un système de gradins pour l'événementiel, ça amène plein de réflexions et de dessins dans l'usage qui nous plaisent. Donc on y a répondu par déjà du bois, en amenant beaucoup de chaleur dans une librairie. On n'est que sur du bois massif naturel, il n'y a aucun plaquage, parce qu'on a toujours cette volonté d'être assez juste et assez, comment on pourrait dire, logique dans les matériaux qu'on choisit. En même temps, il y avait un budget, donc ça reste assez frugal, mais tout en étant utile et agréable. On a amené des couleurs aussi qui sont assez chaudes, qui se déclinent dans un petit peu des tons terracotta, qui amènent aussi dans cette librairie une ambiance qui est agréable. Et puis des éléments de luminaire aussi sur mesure qui sont en tôle perfo, qui là amènent beaucoup plus de sensibilité et une ambiance douce.
Et puis aussi, il y a toute une réflexion assez graphique dans le calpinage du sol, dans le dessin du mobilier, dans le pliage des tôles, qui est en relation aussi avec l'identité graphique. Et il y a tous ces petits détails, en fait, génèrent aussi une harmonie qui est intéressante et qui apporte une vraie identité au lieu. Et je crois que vous avez aussi designé des petits objets. Oui, des petits displays pour les livres, un système de tribunes modulables pour l'espace événementiel. Ouais, on est rentré vraiment dans les détails sur tous les sujets là-dedans. Et c'est ça qui était agréable. À la fois, il y avait une vision de l'espace global, parce qu'on a quand même fait un gros chantier, parce qu'avant, c'était un magasin de grande consommation. Et il a fallu quand même tout casser, tout réaménager, et aussi aller hyper loin, parce que le dessin, par exemple, d'un lutrin, donc qui est un support pour les livres, ça paraît être juste un support, mais en fait, c'est très spécifique, parce qu'il faut avoir les bonnes dimensions pour répondre à tous les bouquins, etc. Et puis, il y avait une vraie réflexion aussi sur la modularité. C'était important pour les clients d'avoir un espace qui puisse se moduler par rapport à différentes hauteurs de livres. Donc il y a tout un principe d'étagère aussi modulaire, tout est sur roulette. Et voilà, c'est un lieu qui se veut évolutif et puis qui peut changer selon les moments de la saison ou le calendrier événementiel de la librairie. Quels sont les retours ? Plutôt positif. Plutôt c'est positif. positif. C'est assez génial, c'est assez unanime. Elles ont vraiment à 98%, on va dire, des retours positifs. Surtout des gens du quartier qui étaient très contents d'avoir un lieu de ce type, voilà, chaleureux, un lieu culturel à côté des grands boulevards. Et puis surtout, elles sont très dynamiques et elles organisent plein de signatures, de micro-conférences avec des auteurs importants. Et voilà, c'est un lieu vivant. Et moi, à chaque fois que j'y passe, il y a toujours du monde, quoi. Vous avez vraiment travaillé en synergie avec votre client ? Oui, clairement, parce que pour elles, c'est quand même un projet de vie. Toutes les deux, avant, elles travaillaient justement pour des grandes enseignes et elles ont eu cette volonté de se renouveler et de faire autre chose. Et c'est... donc, elles étaient évidemment aussi présentes dans le projet que nous on l'était, avec nos capacités différentes. Enfin, nous on était les architectes d'intérieur, évidemment elles c'était des clientes, mais qui avaient quand même tous aussi cette notion que nous on n'avait pas sur le nombre de mètres linéaires de livres à tel endroit. Enfin, il y a une dimension marketing que nous on ne maîtrise pas, mais qui était hyper importante justement dans le cadre de l'aménagement d'une librairie. Tu veux qu'on parle de Figaro ? Parlons Figaro. Oui. Alors sur la même route, ce qui était chouette, c'est qu'on a fait ce projet un peu en même temps que la librairie et c'était à 500 mètres, donc ça nous a un peu aidé sur la partie chantier. En fait, vous sévissez sur le quartier. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous avez quelque chose sur les grands boulevards, on est là. Et on a eu la chance après d'avoir gagné un concours pour réaliser l'auditorium Jean d'Ormesson, qui est situé dans le bâtiment du Figaro. Et notre approche dans ce projet, alors c'est un bâtiment qui est haussmannien, il y a une partie rez-de-chaussée. Alors, déjà, je vous interromps. Comment vous êtes arrivé à avoir cette commande ? Parce que c'est... Alors, c'était un concours. On a répondu en équipe avec une entreprise. D'accord. Et donc, puis on a gagné ce concours en proposant une esquisse. D'accord. Et donc il y a 2 étages, une partie rez-de-chaussée et une partie sous-sol où il y a un espace de réception et un espace auditorium. Et donc on a voulu travailler sur 3 niveaux d'ambiance différentes, avec une progression dans l'approche un peu plus chaleureuse et décontractée. Donc quand on rentre dans ce hall haussmannien qui est magnifique, on a eu une approche beaucoup plus muséale. On voulait pas toucher à toute l'ornementation, donc on a plus travaillé sur des objets très monolithiques, très sculptural. Donc on a un grand miroir dans l'entrée, on a un lustre qui vient descendre, qui vient accompagner les personnes qui vont venir dans ce lieu, les inviter à rentrer dans cette salle de réception. Il habite le volume à l'intérieur de la volée d'escalier. Voilà, c'est ça. Et c'est un lustre qui est fait de métal noir et des boules lumineuses. Et pareil, ça crée aussi un dialogue avec le garde-corps qui est fait en ferronnerie et qui est très ornementé.
Le garde-corps, c'est vous qui l'avez fait ou il était Non, déjà ça là? c'était l'existant. Ouais. Voilà. Et puis on rentre dans cette salle de réception où on a voulu une approche assez un peu plus brutaliste. On rentre, voilà, on a un plafond technique apparent, on est assez sec, assez sobre dans le dessin du mobilier. On a une vraie réflexion pour apporter aussi de la chaleur au lieu avec l'utilisation de textiles, De les couleurs. lumière. De lumière aussi. Ouais. Ouais, de lumière, de camailleux, un peu de gris, gris chaud. Et puis on a cette pièce centrale qui est un peu la masterpiece, qui est un bar, qui est fait en métal anodisé et en terrazzo. Et le principe, enfin le langage graphique du lustre qu'on trouve dans l'entrée, on le réutilise à l'intérieur en applique et en luminaire qui vient éclairer le bar central. Et puis après cette salle de réception où les gens peuvent discuter après une conférence, prendre un verre. C'est une sorte de foyer bar. C'est ça. On a 2 grandes portes qui s'ouvrent sur un espace auditorium. Et là, on a une approche très sobre. On a juste 2 enveloppes de bois qui se font, 2 parenthèses en bois qui se font face à face. Une qui est tribune et une qui est scène. Et on a surtout travaillé l'acoustique et un éclairage tamisé. En même temps, c'est sobre, mais c'est aussi chaleureux parce que évidemment, j'ai pas vu tous les auditoriums de Paris, mais j'ai pas trop souvenir d'avoir du bois dans les auditoriums. Et nous, je trouve que on a aussi cherché à ramener encore une fois un peu de chaleur avec du bois naturel. Et je trouve que ça marche assez bien. Je crois qu'il y a une modularité aussi. Oui, dans l'espace auditorium, ils voulaient aussi pouvoir créer des workshops, des micro-séminaires. Et donc, en fait, les assises qui sont au centre, elles peuvent s'enlever et on n'a plus que la tribune et la scène. Et du coup, voilà, ils peuvent moduler leur espace comme ils le souhaitent. Là aussi, on s'est un peu amusé parce que par exemple, sur les tribunes, on a dessiné des coussins. Donc les lampes sont faites, ce qu'on disait, sur mesure, sur le même principe. Oui, ce sont des bulles ou des boules de lumière. Ouais, c'est ça. Et autant au-dessus du bar et dans l'escalier, elles sont assez magistrales. C'est vraiment limite des grandes sculptures, mais aussi bien au-dessus des tables ou dans l'espace. Parfois, elles sont un peu plus minimalistes. Mais on vient toujours avoir ce rapport un petit peu graphique parce que ce qu'expliquait Joran, c'est que c'est à la fois des boules lumineuses avec des éléments noirs, mais très, très droits, on dirait comme des traits qui viennent apporter cette lumière. Le sol, on s'est amusé aussi, pareil, il y a un calpinage à partir d'une moquette qui est un peu plus qu'une moquette. Justement, c'est une moquette avec des stries, avec un dessin en rectangle qui permet d'avoir un calpinage à bâton rompu. On essaye toujours d'avoir aussi un minimum de, comment on pourrait dire, de cohérence graphique. De cohérence graphique, ouais. Oui, c'est vrai que c'est les bâtons rompus, c'est dessin un peu en triangle. On le retrouve sur l'habillage du bar en tôle pliée. Les luminaires sont très filaires. On aime bien le rythme, en fait. Il y a une notion de rythme aussi. Dans notre travail, il y a toujours quelque chose. On a besoin il y a des choses qui sont nécessaires, on va dire techniques. Et puis après, pour le reste, une fois qu'on a répondu à ces attentes-là, on aime bien pas avoir des dessins gratuits, mais avoir un rythme. Et ça, je crois qu'on aime toujours bien répondre comme ça, de manière graphique et logique, de sorte que ça soit un peu instinctif. Un rythme et puis aussi trouver un équilibre, quoi. Bien placer le curseur dans cet équilibre justement graphique. Par exemple, ces luminaires, ils font aussi écho au miroir. On a des grands miroirs ronds et c'est vrai qu'on joue sur juste des symboles graphiques assez simples comme le triangle rond, mais à différentes échelles. Et avec le bon rythme pour trouver cette. On sent que vous avez l'habitude élégance. de passer du dessin des 2 dimensions à la 3e dimension. On sent qu'il y a cette belle articulation. Cette articulation-là, justement, elle est belle. Il y a parce un que art de l'équilibre dans votre travail, je trouve. C'est vrai qu'entre nous, c'est aussi comme ça qu'on dialogue assez bien en se disant ok, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on n'enlève pas. Et c'est au moment où on se dit, nous on se dit toujours au moment où on est bien, c'est que ok, il faut pas rajouter. Il faut pas rajouter. Il est arrivé que vous regrettiez de pas avoir suffisamment enlevé ou d'avoir. Oui, parce qu'on apprend toujours et on évolue toujours. C'est-à-dire, c'est vrai quand on regarde des anciens projets, on dit tiens, on aurait peut-être dû faire ça comme ça. Mais je pense que c'est normal. Ça fait partie du métier. Oui, puis on verra dans 10 ans, je ne sais pas ce qu'on dira de ces deux projets-là. Hein. Ouais. Puis alors, dans vos projets, il y a un rapport très subtil à la couleur aussi.
voulez en parler un petit peu de On- votre il y a manière un- de décliner la palette? Nous, on aime bien avoir une couleur phare, une couleur qu'on va utiliser pour le projet et qui après va se décliner. Je crois qu'on aime bien utiliser toujours dans cette logique un peu on a une couleur phare et après on a des camaillots qui viennent compléter cette couleur. C'est important pour nous d'avoir une couleur parce que c'est ça c'est un matériau. Enfin, on va l'utiliser un peu comme un matériau, cette couleur, et on va se dire, ok, j'ai ma base, mettons, bois, terrazzo, et hop, je vais avoir telle couleur. Et du coup, je sais pourquoi je vais l'utiliser dans le reste de l'espace et je sais quelle va être sa place. Mais souvent, notre approche sur la couleur, c'est soit on a une réflexion sur l'identité du lieu et on veut une couleur, soit on se dit tiens, on veut travailler avec ce matériau-là, et dans la gamme de ce matériau, on a une couleur qui nous bluffe et on va travailler autour de ça. Mais c'est vrai que les deux points de départ, c'est soit l'identité, soit un matériau important dans le projet. D'accord. Et la couleur, elle arrive en même temps dans le processus ou après à quelle... La couleur, honnêtement, c'est toujours très délicat. C'est pour ça que je vous pose la question. On a une vision, mais elle se termine à la fin parce qu'on a besoin de la tester en vrai. On fait plein d'échantillons avant. Mais je me rappelle, pour la librairie, on a peint des murs avant, on a ramené des protos et on s'est décidé sur le RAL exact quelques semaines avant l'ouverture de la librairie. Pourtant, on avait déjà fait des recherches, effectivement des échantillons, mais il y a toujours des concordances de couleurs qui font qu'on ne peut pas avoir la même couleur peinte sur mur que les couleurs qui sont faites de tous les éléments en métal. Puis il y a l'accroche de la lumière. Il y a l'accroche de la lumière. Et maintenant, en fait, ça fait partie des choses qu'on apprend. Je pense que maintenant, on saura en fait en termes de choix de couleurs à quel moment on doit s'arrêter en avance et à quel moment on peut encore réfléchir. Et je me souviens, sur le projet du Figaro, on était parti du coup sur un matériau qui était un aluminium anodisé champagne, et on s'est dit on va trouver toute une harmonie autour de ça. Et du coup on était parti sur pour tous les éléments métalliques, un thermolaquage, mais très atypique. On avait pris le risque de faire ça, et à un moment on avait un moment de doute parce qu'on avait encore l'éclairage de chantier qui était horrible, qui apportait une lumière verte froide, ouais. Et on était là, mince, on a fait une erreur. Et en fait, dès qu'on a commencé à mettre l'éclairage naturel, scénographique, chaleureux, ça s'est hyper bien marié. Et donc c'est vrai que un chantier, ça reste un chantier, quoi. Et on a besoin de passer à être dans le réel et de faire des tests échelle 1. Et ça, ce choix de couleur, il se fait quand même aussi un peu durant le chantier. Et on essaie de l'anticiper au maximum, mais voilà, au moment, il faut rentrer dans le réel, et le réel, c'est le chantier. Il y a un autre projet assez intéressant qui est un garde-corps, il me semble, ou un balcon, mais qui n'est pas comme les autres. Alors c'est vrai qu'il est pas tout à fait comme les autres. Il faut que je raconte l'histoire. Alors on est toujours sur les grands boulevards. C'est un peu une trame. En fait, les architectes du bâtiment de France sont en train de demander à tous les bâtiments qui ont des enseignes sur leur toit, dans lesquels le bâtiment, on va dire le magasin n'est plus identifié à l'enseigne, de les retirer pour unifier les toits de Paris. Donc dans ce cadre-là, le bâtiment qui est en face des Galeries Lafayette appartient toujours à la Galerie Lafayette, mais avait une enseigne qui datait des années 70. Obligés de l'enlever, les Galeries Lafayette, qui ont pourtant cette volonté de garder une histoire propre à leur bâtiment, nous ont demandé si on voulait pas dessiner un garde-corps, quelque chose d'artistique. En fait, c'est vraiment d'avoir une présence sur le bâtiment au moment de l'enlever l'enseigne, et donc on s'est chargé de le faire. Donc encore une fois, si vous êtes face aux Galeries Lafayette, c'est le bâtiment qui est derrière vous, c'est le bâtiment qui accueille actuellement H&M, et c'est le garde-corps du 5e étage. Donc c'est un garde-corps qui est en BFUP. BFUP, c'est en béton fibré. Alors, on a l'impression que c'est du métal. Oui, ce qui était intéressant avec ce matériau, c'est que c'est un matériau qu'on peut mouler. Et du coup, on a pu travailler sur un principe graphique où on reprend la trame graphique du garde-corps d'origine qui était haussmannien, mais qui vient se déformer et créer un lettrage en surépaisseur avec une typographie linéale pour qu'il y ait plus de visibilité, et qui vient en fait marquer le garde-corps du sigle des Galeries Lafayette. Et c'est par ce matériau qu'on a pu avoir cette
de finesse. Et l'aspect, c'est comme un aspect de ferronnerie. Et ce qui était intéressant aussi, il y a aussi une approche un peu innovante dans la façon de clairer ce garde-corps, c'est qu'on a pu intégrer au niveau du lettrage des petites billes de verre. Et du coup, quand le soleil réfléchit sur ce garde-corps, et on voit apparaître de façon très poétique et très légère la typographie d'Égaré Lafayette. C'est ça. Et c'est un projet qui était intéressant parce qu'on était vraiment là en dialogue avec les ABF, les architectes du bâtiment de France, pour que ce garde-corps, il soit c'est quand même un bâtiment qui est historique, on pouvait pas faire n'importe quoi. Et on était vraiment dans une définition de détail au niveau des millimètres qu'on pouvait avoir sur l'épaisseur du garde-corps, sur la largeur et tout ça, pour qu'à la fois on soit proche de ce qui était avant ou des garde-corps haussmanniens, et que en même temps ce soit réalisable et que ça tienne dans le temps. C'est des projets qui sont intéressants parce que là on parle vraiment de synergie entre le graphisme et la réalisation en produit. Là il y avait un graphisme qui devait reprendre les codes du garde-corps, et puis après on passait à une phase, non pas de chantier, mais une phase de production d'essai pour voir si ça tenait dans ces épaisseurs de matériaux. Mais vous apportez, c'est à la fois classique, moderne, ça s'inscrit dans une architecture, une architecture historique. Et je suis très fan, c'est très réussi, c'est plein de raffinement. On sent qu'il y a un travail très fin qui a été fait dessus. Oui, c'est un projet subtil. Voilà, exactement. C'est vrai. Ouais. Mais pour répondre à toutes ces contraintes, et puis pour faire le lien entre, je crois que c'est ça qui est aussi, moi qui me plaît sur ce projet, c'est qu'il fait vraiment un lien entre le passé et le présent de manière assez Exactement. C'est donc l'entreprise Rémi Garnier qui est venue nous voir, qui est sur une volonté de se renouveler. Rémi Garnier, pour situer, c'est une entreprise qui est parisienne, qui est sur le boulevard de l'Arsenal. Alors, je ne sais plus si c'est un boulevard ou devant en tout cas le canal de l'Arsenal à Paris. C'est une entreprise qui fait des poignées depuis 2 siècles et qui, quand par exemple le château de Versailles a besoin de renouveler ses poignées, va les voir. C'est une entreprise de patrimoine attestée et qui produit encore ses poignées sur mesure en France. Ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient ce souhait de renouveler, ou en tout cas d'avoir une proposition contemporaine de poignées. Et ils sont venus nous voir justement parce que ils appréciaient notre justesse de dessin ou travail des matières. Et c'est des projets, nous, qui nous tiennent à cœur déjà parce que c'est des entreprises qui ont un savoir-faire. Oui, puis c'était c'est surtout très enrichissant pour nous de travailler avec une vieille maison qui possède un savoir-faire d'excellence. Bien sûr. Et de raconter une histoire avec une approche plus moderne, tout en utilisant, tout en travaillant avec les ciseleurs, les fondeurs, et de rentrer aussi dans cette ambiance d'atelier. Donc un rapport fort à la matière. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un truc, en tout cas au studio, qui aussi nous tient très à cœur tous les deux, et sur lequel, de base, on était pareil. C'est qu'on aime beaucoup découvrir des nouveaux ateliers, voir des choses se faire. Des nouveaux savoir-faire. Des nouveaux savoir-faire, exactement. Et ça, c'est un truc qui nous... je pense qu'on pourrait passer notre temps à faire ça, à visiter des ateliers des gens et essayer de faire des projets avec eux. Ouais, donc une grande curiosité qui nourrit votre production. Absolument. Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est les différents niveaux d'échelle. C'est-à-dire que là, on parle de poignées, on a parlé d'espace, mais aussi on a travaillé en collaboration avec l'agence Sud Architecte et Atelier Riva. Et nous, on était en charge de réaliser la dentelle, une peau ajourée qui vient habiller un bâtiment, un retail park sur une surface de 30 000 m². Et on s'est associé à eux parce qu'ils souhaitaient avoir des designers industriels pour réfléchir graphiquement à cette peau et aussi à comment on la standardise, comment on la fabrique en usine. On la voit, elle brille, elle est différente à différents moments de la journée. Et du coup, elle a été conçue, en fait, on s'est inspiré d'un graphisme organique, d'une trame de charbon et un graphisme de feuilles, pour faire écho aussi au contexte. Et ce graphisme vient habiller, se densifier, s'aérer selon les besoins du bâtiment, et sera éclairé aussi par Les Éclaireurs, qui est un studio de design d'éclairage basé à Lyon.
et elle scintillera la nuit. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de puzzle qui vient s'assembler, et puis ce petit puzzle, qui sont des pièces de 20 cm, en s'assemblant, génère une peau de 30 000 m². C'est une autre échelle que les poignets. Mais en revanche, c'était pareil, très intéressant d'aller dans les ateliers, de voir avec les personnes, parce qu'on est dans une logique de reproductibilité. Et c'est un peu le même travail. Donc il y a une logique, il y a une contrainte liée aux matériaux, liée au coût en sortie d'usine, et liée, on va dire, à se rapprocher de nous, ce qu'on a évidemment dessiné comme proposition. Et on a les mêmes, finalement c'est quasiment les mêmes contraintes, sauf qu'on s'en rajoute d'autres. Évidemment que pour Saint-Étienne, il y a des contraintes qui sont liées à tout ce qui est, comme on est sur un bâtiment, il y a tout ce qui est, ça devait avoir une garantie temps avec le vent, les intempéries et tout ça, qui sont pas les mêmes sur d'autres projets. Ouais. Oui, la notion de pérennité oui. Après c'est bien sûr. parce qu'on rentre dans des projets d'architecture en plus là, qui sont à une grosse échelle. Une grosse échelle. Mais justement, cette histoire d'échelle, quand moi je suis sortie d'école, les métiers étaient encore très hiérarchisés. Un architecte, il y avait l'architecte d'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de passerelles, et c'est du coup, je pense, bien que cette hiérarchisation elle a été bousculée, et je pense que c'est vraiment intéressant, parce que on le voit d'ailleurs, vous en êtes un exemple. Vous rentrez vous arrivez à rentrer dans l'architecture des projets. Je pense que c'est le mélange. L'architecture, je dis au sens large du terme. Bien sûr. Ouais. C'est ce mélange de compétences et les dialogues qu'on peut avoir avec un architecte qui est le chef d'orchestre, avec un urbaniste, avec un paysagiste, avec un lighting designer. Enfin voilà, c'est ce mélange de toutes ces compétences et ce bon dialogue entre elles qui font la qualité du projet. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit dans les appels d'offres, on demande des designers et des architectes d'intérieur pour réfléchir à des projets publics, et ça, je trouve que c'est chouette que ça évolue comme ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. La seule difficulté, c'est que les projets, il y a moins d'argent, et du coup, pour que tout le monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord, puisse se nourrir, il faut en vivre aussi des projets, et du coup, beaucoup de compétences, donc c'est formidable, mais on ne peut pas tout le temps travailler pour la gloire non plus. Faut trouver le bon équilibre, et c'est sûr que, en tout cas nous, quand on est appelé, c'est quand même sur des sujets qui sont assez confortables, parce que faut bien se partager les honoraires, et il y a des sujets où c'est pas possible d'avoir différentes compétences sur un sujet, quoi. Non, mais c'est une réalité importante, l'économie du projet. Mais comme nous, notre What's is the best, c'est la respiration du studio. Donc on s'est dit que c'était important d'avoir un projet un peu... C'est pas What, c'est West. C'est What is the best. Pardon. D'avoir un projet annexe. Je trouve ça bien pour l'introduire. What is the best. What is the best. West is the best. Et d'avoir on pense que c'est important d'avoir une respiration au studio, d'avoir un projet annexe. Et c'est là qu'est né What is the best. Donc l'idée, c'est que tous les 2 ans, on part à la rencontre de créatifs qui sont un peu comme nous, qui veulent lier un peu l'utile à l'agréable, c'est-à-dire créer, être au bord de l'eau, ou créer, être proche de la montagne. Et on essaie de comprendre comment ils ont fait ces choix pour pouvoir à la fois être bons dans leur discipline artistique, mais en même temps ne pas oublier la vie, c'est-à-dire de jouir de la nature, et de voir un peu comment ce jeu de vase communicant entre leur travail et leur contexte, le contexte où ils travaillent leur apporte, devient un catalyseur créatif. Donc il y a eu un premier ouvrage qui était en Californie, parce que pour moi c'était intéressant d'aller en Californie, parce que la Californie revendique un certain lifestyle qui s'est un peu répandu un peu partout, et je voulais savoir si c'était vraiment le cas. Et donc ce premier voyage, je suis parti de San Diego jusqu'à San Francisco pour rencontrer une dizaine de créatifs. Et ce que j'ai appris de ce voyage, c'est que les Californiens en fait ne dissocient pas le plaisir et le travail, ça fait qu'un. Et du coup, je suis revenu, on a réalisé ce livre à l'agence, et il y a eu un
un super bon retour. Et je me souviens quand on avait fait l'événement dans une librairie et où on avait exposé certains artistes, qui était la Library of Art à l'époque, un mec est venu vers moi, il m'a dit « Ah, quand est-ce que vous faites le numéro 2 ?» Et moi, on n'avait pas pensé faire un numéro 2, on pensait que c'était un one-shot, et on s'est dit « Mais tiens, c'est pas con, il faut que ce soit la respiration du studio. » On s'est dit tous les 2 ans, on part dans un pays et on fait la même chose. Le deuxième numéro, c'était le West is the Best France. On n'est pas pareil, voilà. Mais c'était une autre réflexion, parce qu'on s'était dit, bon, on aime beaucoup Paris, parce que c'est une ville qui est magnifique, qui est très dense, et culturellement, c'est Très génial, riche, ouais. mais on a quand même une grosse contrainte dans ce pays, c'est que c'est un pays qui est centralisé. Et le lifestyle californien, même si on fait du yoga ou quoi que ce soit, on en est loin, parce que Paris c'est ceinturé par son périph' et c'est centralisé, quoi. Et donc je me suis dit tiens, Oui, il y a Paris et les autres, c'est terrible, c'est terrible. Ça change. Oui, ça change. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à trouver un peu un équilibre un peu lifestyle californien en France, c'est-à-dire que des bons créatifs qui travaillent à Paris et aussi ailleurs. Et donc et qui travaillent que ailleurs? Non. En fait, de ce voyage, en France, si on veut, comment dire, alors il n'y a pas de règle, mais les gens que j'ai rencontrés, ils font souvent le yo-yo entre Paris et leur atelier au bord de mer. Voilà. Mais il y a aussi, les livres, c'est aussi un peu selon les éditions, c'est aussi un peu ce qu'on recherche. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'était intéressant de voir les gens qui étaient créatifs venant de Paris et qui aussi ont une pratique sur le bord de mer. Parce que c'est un questionnement aussi auquel on s'attache. Mais peut-être qu'il y en a qui arrivent très bien en dehors de Paris, je sais pas. Mais c'est vrai que les gens qu'on a interviewés, nous, c'était aussi dans cette réflexion-là, parce que quand tu es rentré de Californie, t'avais répondu à une question, et du coup, il y en a une autre qui s'est posée, et ainsi de suite avec le Mexique. Enfin, je pense qu'il y a des thèmes aussi forts, et le thème du deuxième, c'était ça, quand même. Ouais, c'est que après chaque réalisation de livre, c'est aussi tirer des leçons, de dire tiens, comment on pourrait amener cette réflexion-là au sein de notre studio. Comment on peut amener, comment on peut associer plaisir et travail, que ce soit lié, quoi. Et donc, en France, on a rencontré différents créatifs, que ce soit des designers comme Ronan Bouroulec, des danseurs étoiles, même un boulanger surfeur, Christophe Assor, qui est un des meilleurs boulangers de France. Et en fait, ça nous a conforté dans le choix de nous dire que c'était possible de créer un studio en dehors de Paris. Et donc, on a fait le choix de créer une annexe en Bretagne. Alors, nos auditeurs peuvent retrouver votre travail sur le net, sur votre site. C'est www.brillant-berthereau.com, c'est ça ? C'est ça. Voilà, écoutez, merci infiniment d'avoir merci à vous. répondu à nos questions. Merci Philippe-Henri pour l'accompagnement son. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir à tous nos auditeurs. À la semaine prochaine et prenez soin de vous d'ici là. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.